Salut, c'est Violette, bienvenue dans Duplex, un podcast du Lilbertin. Aujourd'hui, on est en compagnie de Marie. Salut. Elisa. Salut. Clément. Bonjour tout le monde. Et Blanche. Bonjour. Dans cet épisode, on va parler du cinéma français en s'intéressant vraiment aux coulisses du cinéma français. Donc par exemple, on va réfléchir à tout ce qui est question des financements, de la précarisation, quelles sont les habitudes de consommation, quel public va au cinéma. Et donc on va commencer cet épisode en parlant de l'impact de la grève d'Hollywood des scénaristes et des acteurs qui a eu lieu en mai 2023. Et donc son impact en France. Et on finira le podcast en parlant du dernier film vu en salle par l'équipe du Lilbertin et on aura un petit débat à ce sujet. Donc il faut savoir que la grève d'Hollywood, elle a vraiment fortement impacté l'offre et les habitudes du public. Donc en fait, quand il n'y a pas de grosses sorties américaines qui sont prévues, on a une érosion des fréquentations des cinémas, et le cinéma américain, il faut savoir que c'est 50% des entrées en France, donc c'est énorme. Et forcément, avec la grève, on a un trou qui s'est formé dans l'offre, et l'effet d'entraînement qui est créé normalement par des grosses locomotives qui sont des gros films du type Avatar, et donc des films américains. Et donc cet effet d'entraînement est rompu, et même les films français en pâtissent. On aurait pu se dire qu'il y allait avoir une revalorisation du cinéma français avec cette grève, puisque s'il n'y a plus de films américains, les gens peuvent se rediriger vers le cinéma français. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ne vont juste plus au cinéma, ou moins en tout cas, et ce sont seulement les habitués du cinéma qui modifient leur choix de consommation. Donc maintenant, on peut se questionner sur les solutions qui ont été trouvées pour combler ce trou dans l'offre. Malgré tout, le cinéma, il faut savoir que ça représente 700 films par an, soit 15 films par semaine. Donc certaines productions, pour combler ce manque... Oui, Marie, je t'écoute. Le cinéma français ou le cinéma mondial? Le cinéma français. Okay. C'est 15 films par semaine qui sont produits, enfin, en moyenne. Okay. Qui arrivent en salle. C'est ça. Ça fait beaucoup. Donc, ça permet quand même de combler un peu ce manque causé par le cinéma américain. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines productions françaises ont fait le choix d'avancer la sortie de leurs films. C'est par exemple le cas du film Le Comte de Monte Cristo, qui a été avancé de quelques mois. Et pour combler, du coup, ce trou qui a été causé par la grève, puisqu'on on parle quand même de films du type Avatar ou Mission Impossible, qui devaient initialement sortir en 2024, mais qui ont été reportés d'1 an, même plus, à décembre 2025. Donc là, la solution, ça va être, par exemple, de mettre en place des festivals et de rediffuser des films. Maintenant, le problème, c'est qu'une rediffusion, ça va jamais vraiment faire les mêmes entrées qu'une nouvelle sortie. Donc voilà, donc en fait, là, on a vraiment un trou qui se crée avec des films qui étaient porteurs pour l'industrie du cinéma et donc un report des fréquentations des salles. En clair, là, les cinémas, ils constatent déjà une baisse de fréquentation de leurs salles et ils ont fait des pronostics et s'attendent au total à une baisse de 10 à 15% de la fréquentation des cinémas sur l'année 2024. Ce qui pose également problème, c'est qu'avec le Covid, les cinémas avaient déjà souffert, puisque durant le confinement, toutes les productions ont été mises en pause. Et à la sortie du confinement, on n'avait donc plus d'offres, puisque les films n'avaient pas pu être produits depuis plusieurs mois. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a vraiment eu un trou dans les fréquentations. On se disait donc que 2023 donnerait un nouveau souffle à l'industrie du cinéma. Et au final, il y a eu cette grève, du coup, en mai, des acteurs et scénaristes, qui était donc liée à la précarité. Ouais, et aussi au fait que y avait, à cause de l'intelligence artificielle, il y a une peur du futur, en fait, pour les scénaristes qui ont peur de se faire, entre guillemets, remplacer par les intelligences artificielles pour écrire les séries, les films, etc. Oui, c'est ça. Merci, Elisa. Et du coup, ça a créé un nouveau report de fréquentation des salles. Donc là, on espère de nouvelles fréquentations pour 2025 avec les dates de ces gros films qui ont été reportés. Et ce qui a notamment fait souffrir le cinéma français cette fois, c'est la grève qui a eu récemment à la fin de l'année 2023 en raison de la précarité des métiers du cinéma. Et oui, parce que, comme on l'a vu, derrière les coulisses d'un monde qui nous fait tous un peu rêver, finalement, il y a une réalité qui est beaucoup moins glamour, puisque les travailleurs du cinéma, ils ont tenté aussi de faire lumière et un peu de montrer en fait, les conditions de leur profession, et notamment la précarité que les acteurs de l'industrie subissent. Oui, notamment en 2021 déjà, plus de 150 jeunes cinéastes signent une tribune dans Le Monde, donc à l'initiative de la Société des réalisateurs de films. Leur but, c'était d'alerter sur l'ubérisation grandissante du métier face à l'émiettement annoncé des droits de diffusion de leurs œuvres.
Donc ça témoigne d'une grande inquiétude aussi sur la précarisation du statut d'auteur-créateur. Également, on a eu un autre témoignage, cette fois-ci des personnels des festivals, qui, en mai 2023, donc je pense que c'est ce à quoi tu faisais référence, Violette, ont décidé de faire un peu un procès en ingratitude de l'État français et de son ministère de la Culture, puisque notamment le collectif des précaires des festivals de cinéma, ils demandaient que les pouvoirs publics finalement reconnaissent l'importance de leur mission, puisqu'ils disent qu'au regard du rayonnement qu'a le cinéma français et la politique culturelle française à l'international, ils aimeraient finalement être reconnus à cette juste valeur. On peut le voir, le festival de Cannes, le festival de Deauville, qui ont vraiment un rayonnement à l'étranger impressionnant, quoi. Et après ce communiqué, il y a eu 2 mois de mobilisation et ils dénoncent une politique de libéralisation et de précarisation de la part du gouvernement face à des conditions de travail toujours plus fragiles. Ouais, donc concrètement, en fait, ils subissent une situation professionnelle plutôt instable, notamment avec cette précarité des contrats. Donc, ils alertent depuis des années, notamment sur les CDD d'usage, les contrats de vacation, d'auto-entrepreneuriat, mission indépendante, des droits d'auteur, autrice, des périodes de chômage. Donc en fait, ces contrats, ils garantissent aucune sécurité de l'emploi et malgré leur nature intermittente, souvent ils donnent pas droit en fait au régime de l'intermittence. Donc à cela, on peut ajouter aussi des horaires irréguliers, des conditions instables et donc aussi une entrave à l'accès à des avantages sociaux. Donc en bref, il y a une absence d'un statut adéquat pour les travailleurs du cinéma et il n'y a pas non plus de système de protection qui prenne en compte la spécificité de cette profession. Donc les travailleurs du cinéma, donc, notamment du collectif des précaires des festivals du cinéma dont Blanche a parlé précédemment, ils ont réclamé, je cite, « Nous demandons enfin que nos employeurs, avec l'appui financier de l'État, s'engagent à mener une politique de ressources humaines respectueuse et arbitrent leur budget en conséquence. Donc les salaires ne doivent pas être la variable d'ajustement. » En fait, ce qui explique que le salaire soit la variable d'ajustement, c'est le fait que la passion, elle soit un peu utilisée comme levier, en fait. Puisque les métiers du cinéma, c'est souvent des vocations, c'est des métiers passion. Donc, il y a un peu, comme en témoignaient les travailleurs, un accord tacite, en fait, qui ouvre la voie à une exploitation, finalement, avec des longues heures, auxquelles il y a des heures supplémentaires qui sont en contrat, mais souvent hors contrat, et qui sont considérées comme un peu inhérentes à la profession, et se retrouvent impayées, pas rattrapées, etc. Non, mais après, je suis désolé, mais bon, si c'est une passion aussi. Certes, mais du coup, vu que c'est un monde hyper fermé, c'est difficile de se frayer une place et les aspirants, ils acceptent un peu cette précarité pour poursuivre leurs rêves, quoi. Et c'est une précarisation qui est d'autant plus flagrante avec un contexte où l'industrie du cinéma, elle fait face à de plus en plus de défis économiques avec la pression sur les budgets de production dont tu vas parler, je crois, Clément. Donc, un petit peu. Finalement, ce qu'ils demandent, c'est trouver un équilibre entre passion et exploitation. Et ils se mobilisent. Le slogan. Entre passion et exploitation, les métiers du cinéma. Finalement, je suis recrutée, je crois. Le nom d'une thèse, hein. Très clairement. Clairement. Mais voilà, ils se battent pour un niveau de vie décent, des conditions de travail qui sont plus équitables. Et on voit d'ailleurs ces dernières années vraiment une montée de la syndicalisation au sein des travailleurs. Il met surtout en valeur la nécessité d'une évolution des politiques. Il s'attaque vraiment à l'État dans ça, qu'il tienne un peu pour responsable, pour voir évoluer les politiques, les pratiques qui régissent un peu l'industrie du 7e art. Et finalement, ils veulent la refonte d'un modèle protecteur qui établirait des modes de rémunération qui soient adaptés finalement à leur métier, quoi. Mais en vrai, tu vois, moi, je trouve pas ça étrange, mais je trouve que c'est un peu un contre-courant de la société, en vrai, qu'ils se resyndicalisent. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans beaucoup de métiers, maintenant, ils commencent un peu presque à galérer à trouver des syndicats. T'as même des boîtes, on se demande même où ils sont. Et donc là, c'est vraiment un peu, entre guillemets, un contre-courant. C'est peut-être dû, je sais pas, au contexte de notre société actuelle qui est un peu en conflit permanent, on a l'impression, même si j'aime pas trop dire ça, c'est un peu anxiogène. Mais non, en vrai, c'est intéressant. Ouais, après, je pense qu'aussi c'est à contre-courant de tout l'historique où justement, pour la passion, ils se laissaient exploiter, quoi, littéralement. Là, ça reste quand même marginal, je pense, comparé au nombre de personnes qui... Et puis surtout, c'est un milieu hyper fermé, le cinéma. Je vous dis, quand tu réussis à y rentrer, peut-être avant, c'était plus enclin à la fermer, quoi, tu vois. Genre là, c'est pas les grands... Enfin si, il y a aussi les grands réalisateurs, mais c'est surtout les travailleurs qui sont exploités, qui se syndicalisent. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est pas très courant, tu vois. Donc cette précarité de l'emploi dans le cinéma, bon, comme on l'a dit, elle est pas nouvelle.
Justement, moi, je voulais vous parler un peu en aparté de quelques métiers d'hier qui aujourd'hui sont soit disparus, soit très très rares. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Alors, il y a un métier que j'ai découvert, donc, qui est hyper passionnant, je trouve. C'est ouvreuse de cinéma. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Oui. Vous pouvez m'expliquer ? Désolée. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, en Casse fait, l'ambiance. oui, alors ça n'existe plus. Et bon, ça, c'était aussi un métier très précaire déjà à l'époque. Donc en fait, elles faisaient quasiment. Donc c'était des femmes, souvent les ouvreuses de cinéma, c'est pour ça que j'ai dit ouvreuse. Elles faisaient partie un peu du décorum de la salle de cinéma d'avant. Donc, c'était celle qui déchirait les tickets à l'entrée de la salle. Elle pouvait aussi placer les spectateurs qui avaient réservé un siège en particulier, parce que tu pouvais réserver des sièges en particulier. Pour les retardataires aussi, elle leur indiquait moyen d'une lampe torche où les fauteuils ils étaient encore disponibles. Donc, avant le film et aussi durant l'entracte, les ouvreuses de cinéma, elles déambulaient dans les salles. Donc, c'est elles qui avaient des paniers garnis et des bonbons, des réglisse et des glaces et qui vendaient ça aux spectateurs. Donc c'était un petit métier qui était payé au pourboire. C'est pour ça que j'ai parlé d'un métier très précaire. Donc voilà, il n'en existait pas beaucoup et je pense que c'est une raison de pourquoi ça a disparu. Et tu sais depuis quand ça a un peu disparu ce type de métier ? Je pense que c'est depuis qu'on n'achète plus trop les billets. Même, je sais pas, parce que je sais que les gens qui placent au théâtre, ça se fait encore. Après, dans les salles de ciné aussi, ils donnent les places. Mais bon, on a déjà des places attitrées, mais ils montrent là où... Et maintenant, UGC, en plus, ils ont remis, là, ça m'énerve d'ailleurs, débat parallèle, quand on réserve notre place, maintenant on sélectionne avant d'entrer dans la salle notre place. Ouais. C'est un enfer, ça, d'accord ? Il va Surtout, falloir qu'on abolisse. tu peux pas prendre une place en laissant un siège entre toi et la personne qui avait déjà réservé. Ouais, c'est pour éviter qu'il y ait des sièges de 1 qui se baladent tout seuls. Non, c'est une bonne idée, juste... Ouais, quand la salle elle est presque vide et que t'as juste envie de te mettre un peu plus loin, c'est un peu relou. C'est vrai. Mais après, c'est surtout, je pense, pour promouvoir les réservations en ligne avant. Ouais, mais d'ailleurs, je vais en parler de ça. Donc voilà, pour en revenir à nos ouvreuses, c'était un métier qui était payé au pourboire et qui a subsisté, pour répondre à ta question, jusqu'aux années 80 en fait. Donc maintenant, ça a totalement disparu. D'accord, donc depuis un moment, ouais. Donc un autre métier aussi qui a presque disparu, mais pas totalement, c'est projectionniste de cinéma. Donc j'imagine que vous savez ce que ça veut dire, c'est dans le nom. Donc voilà, c'est un métier qui est en voie de disparition. Donc l'utilisation de films pour projeter des films dans les salles de cinéma, ça devient une rareté maintenant. Donc il y a plus beaucoup de gens qui savent comment travailler avec des films. Donc avoir un projecteur de film, c'est devenu un coût prohibitif. Donc avec l'essor de la projection numérique, l'acte d'enrouler des cartouches de films fixes est un art en voie de disparition. Je crois que c'est Oppenheimer, non, qui était sur une bobine et qu'elle était énorme, genre. Ah ouais. Ouais, il y a certains réalisateurs. Je crois que Nolan aussi filme en pellicule. Je sais pas, mais pour Oppenheimer, je crois qu'il l'avait fait du coup. Vous connaissez, vous, des cinémas qui ont encore des projectionnistes ? Oui, le cinéma L'Univers au Quartier Moulin. C'est vrai. Alors, ils n'ont pas de projectionniste, je crois, mais en fait, comme c'est un cinéma associatif, ils forment les associations quand ils en ont besoin à utiliser la projection en pellicule. C'est trop cool. Ouais, grave bien. Ouais, en tout cas, ils ont le matériel pour. Et donc c'est à côté de la fac de droit là ? Ouais, c'est 5-10 minutes. Ouais. Ok. Et pour finir, je vous parlais du métier de dialoguiste qui existe toujours, mais pareil, un métier très précaire et presque disparu parce que qui peut être facilement remplaçable, on va dire. Donc le dialoguiste, il travaille avec le scénariste et le réalisateur. Donc, à travers l'art des mots, il construit le style des personnages d'un film, donc en écrivant les dialogues concrètement, quoi, même si c'est pas forcément lui qui a fait le scénario. Donc, la fonction de dialoguiste, elle peut être occupée par le scénariste lui-même, donc c'est en partie pour ça en fait que c'est plus trop répandu. Voilà. Je crois que c'est dans le Dîner de cons où il y avait un dialoguiste extrêmement fort, mais je sais plus comment il s'appelle par contre. Ouais, le dialogue c'est hyper important en fait. Dans la construction, comme j'ai dit, des personnages, et même en fait ça peut changer carrément la couleur d'un film, quoi. C'est ça, puis on connaît plein de personnages qui sont rentrés cultes justement pour leur manière de parler, dire leurs répliques finalement. Donc. Typiquement les tontons flingueurs, tout ça. En fait, Godard, c'était vraiment sa signature, et justement, c'est ça qui est, entre guillemets, c'est une vraie évolution du cinéma français, pour le coup, le métier de dialoguiste, parce que vraiment, on affichait avant dialoguiste de points sur l'affiche. C'était vraiment une marque de fabrique. Par exemple, pour Godard, c'était affiché comme les acteurs sur l'affiche, alors que maintenant, déjà qu'on ne sait même pas qui les écrit, on sait juste un peu le réalisateur, mais c'est tout. Mais du coup, c'est absorbé par le métier de scénariste, c'est ça ?
C'est ce que tu disais. En partie, oui. Ouais. En fait, ça peut être facilement remplacé, ou en tout cas, c'est moins mis en lumière. Non, mais je trouve ça étrange parce que c'était quand même un vrai métier à part entière, quoi, et que ça ait pu être absorbé comme ça. Est-ce que c'était les dialoguistes qui, avant, dans les films muets, écrivaient du coup, parce qu'il y avait quand même des dialogues, mais qui étaient écrits en fait sur fond noir souvent, et je sais pas si c'est le nom du métier. Je sais pas du tout. Dans Babylone, par exemple, il y a une fille qui est dialoguiste et elle finit un peu sans spoil, hein, mais c'est un peu galère quoi pour elle à la fin, quoi, parce que le film muet n'a plus trop de place, quoi. Oui, donc les dialoguistes, comme j'ai dit, c'est un métier hyper précaire, mais donc, parce que c'est occulté par les scénaristes notamment. Mais c'est vrai que les scénaristes aussi, aujourd'hui, par exemple avec le Covid, c'est aussi un métier qui est devenu hyper précaire. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de galères avec le Covid, parce qu'il faut savoir que les salles de cinéma ont quand même été fermées pendant plus de 300 jours en cumulé en fait sur 2 ans. Et il y a eu une chute drastique de presque moins 30% des spectateurs depuis la réouverture en mai 2021. Et il y a eu une campagne de sensibilisation par le gouvernement qui s'appelait « On a tous une bonne raison d'aller au cinéma ». Et ça montrait que pour aller voir un film sur un grand écran, on pouvait, pour occuper les enfants par exemple, ou alors pour faire des dates ou des choses comme ça, voilà. Donc en fait, le but, c'était vraiment de ramener les gens au cinéma parce qu'ils se sont réhabitués au streaming chez eux. Et du coup, ça pose la question sur quelles sont nos habitudes vraiment au cinéma et... Oui. Moi, ça me pose une question quand même parce que... Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait moins d'offres du coup, à la sortie de la pandémie, puisqu'en fait, toutes les productions ont été mises en pause. Donc, ramener les gens au cinéma, mais en fait, s'il n'y a pas d'offres, c'est quoi le sens ? Après, si, parce que du coup, il y avait beaucoup de films qui ont été annulés, décalés, qui devaient sortir dans les mois et qui étaient même déjà en montage et tout tourné, et qui, du coup, il y a eu un énorme flux justement post-Covid, au retour de salle où t'avais v'là les films parce qu'ils étaient tous sortis. Ils étaient censés sortir en fait. Et c'est après que du coup il y a eu un trou vraiment. Ouais, c'est ça. Oui, c'était plus ça, ouais. Ça fait. Ok, d'accord. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le CNC publie un rapport chaque année sur les habitudes de consommation des Français au cinéma. Et là, le dernier rapport, c'était en septembre 2023, donc c'était sur l'année 2023. Et je vous ai préparé un petit quiz pour savoir si vous êtes un petit peu dans la moyenne des Français. On gagne quelque chose. Ouais. Ma gratitude d'avoir répondu. Ok. Un peu déçu, je Après, dans la moyenne, c'est déjà bien parce que j'ai pas l'habitude. Donc, Bon, la première question, c'est est-ce que vous allez souvent au cinéma ? Oui. Non. Non, moi non plus. Non. Souvent, ça dépend. Oui, qu'est-ce qu'on appelle une différence en fait se fait entre les personnes qui y vont rarement, occasionnellement et souvent. Je dirais occasionnellement. Occasionnellement. En vrai. Une fois par semaine, c'est considéré souvent, comme comment souvent. C'est beaucoup. Ouais, je pense que c'est assidu. Je vais dire souvent alors parce que ça peut être plus que ça parfois. Ok. Consommateur régulier. Ouais. Plus au cinéma que moi en cours. Les personnes par contre qui y vont de manière assidue, c'est aussi les personnes qui vont le plus voir des expositions, des spectacles, des galeries d'art et tout. Et du coup, ça c'est un point intéressant à soulever parce que ça peut s'expliquer car le cinéma en fait c'est une sortie culturelle. Et c'est du coup privilégié par les catégories socio-professionnelles supérieures, comme le montrent les chiffres par contre de 2022. Il n'y avait pas dans le rapport de 2023 cette donnée. Donc en fait, 27,2% des personnes qui sont allées au cinéma font partie de cette catégorie socio-professionnelle supérieure. Et c'est 20% qui font partie des catégories socio-professionnelles inférieures. Je vais y arriver. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez que le cinéma, c'est le meilleur endroit pour découvrir un film ? Sinon, il y a le DVD, la télévision, le streaming, enfin, il y a plein de trucs différents. Moi, je trouve que ça offre quand même une expérience qui est assez confortable, puisque t'es quand même dans une salle où c'est silencieux, t'as un grand écran, un son qui est vraiment qualitatif. Donc pour moi, oui. Je suis totalement d'accord. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Tu vois, c'est comme tout. C'est comme quand tu vas travailler à la BU, tu vas travailler à la BU. Tu te déplaces à un endroit pour faire une activité. Tu le fais, genre. Voilà, c'est pareil. Tu vas au cinéma pour voir un film. Non, mais c'est vrai que je pense que quand on regarde un film en streaming chez nous, on a tous tendance à être un peu sur notre téléphone à côté, à discuter, ou je sais pas trop faire gaffe au film forcément. Et donc vraiment, le cinéma, ça, comme dit Marie, tu y vas pour ça et ça t'offre une expérience où vraiment t'es concentré sur le film genre, pendant tout le temps du film. Ouais. Normalement, aucune distraction, quoi. Ouais, vous faites partie... Pardon. Excuse-moi. J'allais dire, vous faites partie de 81,5% des Français.
Donc c'est quand même la grande On est majorité. des moutons. Après, Non. il y a quand même des films où, j'ai une catégorie de films moi que j'appelle les films du dimanche soir, tu vois. Et c'est les films que ce soit au cinéma ou pas, ça change pas grand chose. C'est un peu les films où tu débranches un peu ton cerveau. C'est la comédie qui passe sur TF1 le dimanche, pas terrible, et t'en as pas grand chose à faire, le scénario est pas fou, Donne etc. des exemples pour voir. Ouais, Je ne donnerai mettre un pas peu dans la l'exemple. sauce. Je ne donnerai pas l'exemple. Mais après, je trouve qu'il y a quand même des films qui se prêtent bien plus à aller voir au cinéma. Typiquement Avatar 2. Je pense qu'une totale Ah si, immersion avec le au 3D, cinéma avec la 3D et tout, les effets visuels qui sont quand même Ça, vachement c'est léchés, ça se prête vraiment à du grand écran, alors que des films peuvent être consommés. On va dire que le gap de différence de qualité entre le cinéma et le domicile est plus grand pour certains films que pour d'autres. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Ouais. Après, ça dépend si tu veux une expérience qui soit vraiment immersive. Enfin, ça dépend quelle est ta motivation pour aller au cinéma ou pour regarder un film. Si c'est juste... Enfin, il y en a qui veulent vraiment une immersion et d'autres pas tant que ça, quoi. Ça dépend à quel point tu Mais considères après, que c'est un ouais, critère, je quoi. te rejoins totalement. Moi, si j'aimerais beaucoup habiter juste au-dessus d'un cinéma et descendre tous les soirs pour voir un film. Je suis le premier à vouloir y aller et j'y vais très souvent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Genre Oppenheimer, tu vois, j'étais content d'aller le voir au cinéma quand même. Pareil, ouais. Parce que j'aurais raté quelque chose à le regarder devant ma télé. Ouais. Prochaine question. Est-ce que quand vous allez au cinéma, vous êtes plus souvent seul ou accompagné? Bah moi les deux personnellement, parce que je trouve que c'est pas forcément une activité qui se fait accompagnée, et je prends vraiment autant plaisir à y aller avec des amis ou ma famille que seule. Donc franchement, je dirais autant l'un que l'autre. Ben, en fait, vous venez de me faire réaliser que je n'y suis jamais allée toute seule. Donc, je sais pas ce que ça fait d'y aller seule. J'ai pas testé ça pour le coup. Ça change pas grand-chose. T'es dans Ouais, une salle dans c'est le ça. noir et tu C'est la regardes même un chose, même on est écran. d'accord. Donc, Je suis Tout jamais va allée bien. seule, je crois. Ouais, mais ça me vient de me le faire réaliser en fait. Moi, sauf avec ma copine, sinon je préfère aller seul. Petite dédicace. ouais. Mais en fait, Sinon je vais me faire tuer en rentrant. Ouais, c'est ça. Alors moi j'y vais tout le temps seule. C'est d'ailleurs mieux quand Ah, elle est mais pas là. en vrai, sinon, c'est vrai que majoritairement, je préfère être seul et même genre attendre 2-3 semaines que le film soit sorti, qu'il n'y ait plus quasiment personne en salle. Parce Oh, que l'ermite. entre les personnes L'asocial, j'ai jamais vu qui. ça. Non, mais entre quand tu veux une totale immersion, en vrai, nique sa d'autre mère, la être humain. personne qui est devant Ouais, toi et ouais. qui parle pendant le film. Et non, qui mais fait hier, plein moi, de les bruit, deux tout. personnes derrière moi, elles m'ont saoulé, quoi. Bah, faut Ouais, leur voilà. dire, c'est tout. Ouais, mais Quand non. vous êtes au cinéma, fermez-la. Puis les gens qui bouffent pendant le film aussi. Ah ouais, les c'est relou. popcorn Arrêtez, là. c'est moi, ça. Ah là là. Petite technique en plein pour milieu eux. du film. La canette Petite de coca. technique, mangez les popcorn quand il y a une musique forte. Comme ça, on vous entend pas. Eh bien, vous savez quoi? Vous confirmez mes statistiques, en fait. Enfin, les statistiques du CNC, mais quand même. Parce qu'en fait, le cinéma, c'est surtout une pratique collective, parce que c'est presque 80% des personnes qui sont allées au cinéma à plusieurs en 2023. Et c'est les personnes qui sont les plus assidues qui vont au cinéma seules, les plus habituées. Voilà. Donc un point remarquable à soulever, c'est que la sortie au cinéma, c'est une activité qui s'anticipe de plus en plus et les spectateurs ils réservent beaucoup plus leurs séances qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est presque un tiers des personnes qui réservent les séances les séances à l'avance. C'est peut-être dû aussi avec le pass culture qui permet du coup vachement d'aller voir des films sans payer. On doit et les réserver à aides, l'avance et tout, et ça ouais, il y a s'explique plein d'aides de peut-être, l'État et J'ai tout. plus d'argent dessus depuis 3 ans là. Je me sens pas Dieu. du tout visée. Moi, je pense pas en vrai. Je pense que c'est devenu un truc un peu moins spontané. Tu vois, avant, tu disais on va au cinéma, t'y allais sans trop réfléchir, ça devenait comme ça, t'y allais. Maintenant, en vrai, on a des emplois du temps un peu chargés, je trouve. Et je pense que ça joue aussi. Ouais, mais même au niveau de tous les âges, en fait, c'est quelque chose qui s'observe. Je pense que c'est surtout une réserver. question d'habitude en vrai. Maintenant, peut-être qu'il on y a a une- plus Et en fait, l'habitude d'aller c'est sur Internet. Et Ouais, c'est la d'utiliser crise ça. sanitaire aussi qui a beaucoup fait parce que du coup, il y a beaucoup plus de réservations en ligne parce que c'était pour éviter les files d'attente quand il y avait quand les salles ont réouvert, mais que par exemple, il y a les confiseries et tout ça c'était fermé, on n'avait pas le droit en fait. Il fallait laisser un siège entre chaque personne, des trucs comme ça. Mais du coup, les gens réservaient leur place pour être sûr d'avoir de la place et pour ne pas avoir à faire la queue en fait avec les autres personnes. Et ça s'explique aussi, je pense, parce que le cinéma, c'est une sortie qui est tournée vers la sociabilité. Comme on l'a vu juste avant en disant qu'on part à plusieurs, on y va à plusieurs. Et du coup, les gens réservent leur place pour être sûrs d'avoir de la place, en fait, dans la salle. Mais surtout, le gros plus, quand il y va à plusieurs, c'est quand tu sors du film Ouais, et t'as le exactement, débat. c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est trop. Franchement, Ça, ça par c'est contre, vraiment c'est bien. vrai que Ouais, mais- le débat avec soi-même à la sortie, c'est moins Ouais, fun. c'est ça. Ouais, mais tu vois, j'aime bien, par exemple, y aller qu'avec une ou deux personnes parce que je trouve que le débat, il est plus facile à avoir que Oui, quand oui, tout le monde bien se met à sûr. parler en même temps pour donner son avis parce qu'il faut absolument donner l'avis.
Après, si vous faites des sorties scolaires au cinéma, en même temps. Faut doser. Est-ce que vous prenez des confiseries quand vous allez au cinéma? Ça dépend si c'est moi qui paye. Pareil que... Et si c'est toi qui payes, comme t'es généreuse, t'en prends Non, pour tout le monde. si c'est moi qui paye, C'est vrai que c'est cher. c'est Est-ce que hors vous de voulez prix. essayer de deviner le pourcentage des personnes qui prennent des confiseries? Moi, j'étais un peu choquée. Moi, je 40. pense Moi, je pense pas mal. Hein. Ouais, 60. plus. Ouais, un peu plus. C'est Ah pas ouais cher. 60. Plus de la moitié. Ça m'étonne pas. 69% des personnes. 69%. Ouais. Waouh. Ouais. Purée. En fait, je trouve que déjà le prix de la place, ça peut être quelque chose qui est assez onéreux dans un budget étudiant, par exemple. Donc, si en Mhm. plus il faut rajouter 10 € pour le popcorn Pour des et le Maltesers, coca, franchement, C'est ça, ouais, bien c'est ça. cher. Bah, les gens, apparemment, s'arrêtent pas à ça, quoi. Parce que Une petite boisson, 69%. ça m'arrive quand même. Ah ouais. Ouais. Moi, souvent, j'amène des trucs de ça. Bah, en vrai, Bah, c'est unique. Hein. Bah, enfin, Bah, hier, j'ai pas ramené non, un mais petit je comprends. KFC, mais Je comprends. je ramène C'est une tellement bouteille cher d'eau. aussi. L'autre jour, des j'avais pas confiseries. fini mon. J'étais allée manger au burger à côté et bah, j'avais ramené la fin de mes frites vu que j'avais pas fini mon truc. Mais d'habitude, Ça ils compte dans les interdisent. stats. Je sais pas si ça Mais compte. après aussi, la bouteille d'eau à 3 € dans le distributeur, à un moment donné, il va Ouais, falloir aller se faire franchement, foutre. ouais. 3 € t'es gentil, hein, parce que. Non. Enfin, c'est vraiment cher. Non, bah, dimanche, quand j'y suis allé pour le film dont nous parlerons plus tard, c'était 3 €. Ouais, c'était 3 € la bouteille d'eau. Je trouve ça, mais Bah, pour de 50 l'eau, c'est centimes, cher. quoi. Enfin, Comment est-ce que vous choisissez le cinéma dans lequel vous vous rendez? Bah alors moi personnellement, j'habite à Marc et j'ai un ciné juste à côté de chez moi qui prend Ouais. toujours le pass culture, donc le choix est Ouais. vite fait. Bah ouais, la proximité. Mm. Ouais. la proximité, et quand je veux voir un film et qu'il est dans un cinéma particulier, je choisis le cinéma en fonction du film. Ouais, bah c'est exactement ça. Il y a 92,5% des personnes qui vont dans un cinéma qui est à moins de 30 minutes en fait de chez eux. C'est pour ça qu'ils choisissent le cinéma en fait en fonction de. Bah, Ouais. ce qui est bien dans ce que tu dis aussi, c'est que du coup, ça veut dire que ça fait vivre les cinémas de quartier. Et parce Mm. qu'on pourrait se dire que c'est des cinémas qui craignent un peu pour eux à cause des gros groupes comme UGC ou Kiné Gaumont. les potes. Ouais, Gaumont, ouais, voilà. Du coup, c'est pas mal. Ouais. Mais en fait, c'est un loisir de proximité, le cinéma. Et du coup, je pense que même s'il y a les gros comment on dit, distributeurs, après, Bah, ça dépend parce que tu vois, moi pas j'ai de grandi à la campagne et mon cinéma de proximité c'était un Gaumont, tu vois, parce que t'as jamais un gros cinéma de fou, un gros Gaumont pâté en plein centre-ville. Ouais. Donc les gros cinémas où t'as 15 salles et tous les gros films d'affiches. Après, ça c'est- dépend. Hein. Bah, quand t'habites à la campagne, en vrai, c'est cinéma aux alentours des villes et c'est des gros trucs, hein, souvent. À côté des centres commerciaux À en côté des centres général. commerciaux. ouais, c'est ça. et- Donc, Ouais, pareil. Ouais. Et sinon aussi, ça c'est notamment chez les seniors, mais le choix il se fait aussi sur les prix de la salle. Voilà, mais ça c'est Ouais. que Les chez les prix sont seniors. pas généralisés. Les prix, Non. non, apparemment. Bah, moi, Ok. à côté de chez moi, c'est pour les étudiants, c'est Ah oui. 5,50 la séance. UGC, c'est que tu payes 9 € au moins. 9 T'as €. l'adresse? Et moi, à mon Gaumont de ma campagne, c'est 13 € la place. Adulte. 13 €. 13 € la place adulte. Adulte. Ah oui, C'est à mais peu près adulte. pareil, Ouais, UGC. Ça doit être pareil maintenant. Ouais, je sais, je crois que c'est à peu près le même prix. Ah, c'est pas 11 € plutôt? Je suis pas UGC, sûre. Hein. Non, il me semble pense que que Je le peux plein tarif, regarder, c'est je peux 13 €. fast-checker l'information. Vas-y. Je peux fast-checker. Je reviendrai vers vous plus tard. quel investissement Ouais, chez on Duplex. reviendra ensemble plus tard parce qu'après je vais parler des prix des places. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, je voulais vas-y. qu'est-ce qui vous donne envie d'aller au cinéma voir un film en particulier? Qu'est-ce qui vous dit que tiens, je vais voir ce film-là qu'est-ce qui vous aurait donné envie? Moi, j'étais un peu Bah, surprise. En vrai, moi, je dirais que les réseaux sociaux ont quand même un gros Ah rôle ouais. là-dedans. Parce que quand on voit, par exemple, tout l'engouement qu'il y a eu autour de Oppenheimer, Barbie et tout ça Ouais. l'été dernier, bah, c'est vrai que je pense que sans les réseaux sociaux, il y aurait eu moins d'entrées en salle. Après, je vais pas m'avancer, je suis pas sûre, mais je pense. Et donc, moi, personnellement, je pense qu'avec les réseaux sociaux, c'est aussi ça qui m'incite à y aller. Et voilà, puisqu'en plus, on a l'occasion avec les réseaux sociaux d'avoir des débats après, donc c'est intéressant aussi. Oui, beaucoup, ouais. Et vous? Moi, je regarde très peu les bandes annonces. Ou en fait, les seules bandes annonces que je regarde, en final, c'est quand je vais au cinéma, les fameuses 15 minutes de. pub, Exactement, c'est exactement ça. En fait, Ouais. les gens vont au cinéma parce qu'ils ont vu au cinéma la bande-annonce. Ouais, un en fait, cercle le vicieux, cinéma est son premier promoteur. Je suis monsieur lambda. Donc, en fait, c'est pour 55,5% des personnes. Et il y a quand même Internet qui gagne du terrain, notamment parce que les gens laissent leur avis sur Internet, les jeunes. Et les gens aussi vont beaucoup voir, par exemple, les pages Instagram ou TikTok ou en fait, les pages sur les réseaux sociaux des films ou alors des acteurs, etc. Et il y a une promotion qui se fait de plus en plus sur Internet. Mais c'est quand même les bandes annonces vues au cinéma qui font que les gens ont envie d'aller au cinéma. Et ensuite, la dernière, c'est la plus grande question. J'ai gardé pour la fin, vu que je pense que c'est la plus intéressante. Vous êtes team VF ou VO?
Ah, VO. Ça dépend pourquoi. Si c'est un film d'animation, Oui, non, la version française. Film d'animation, version française, Ouais. et sinon, version originale. À tous les coups. Et bien 70,4% des Français préfèrent la VF. Ouais. Bah oui, Ça m'étonne pas, mais c'est parce qu'ils parlent mal anglais en fait. Ouais, en Il y a fait, pas mais c'est d'autre vraiment les explication. plus jeunes Vas-y, et les plus insulte notre assidues. auditorat. Non, mais nous, on n'a que des personnes bilingues parce qu'on a des jeunes. Tout va bien. Ouais, Perso, en je fait, parle pas anglais, hein, donc... Les Moi non plus jeunes plus. et les Oui, plus mais tu préfères la VO. préfèrent la VO. Non, mais moi, c'est surtout Ouais. que je trouve que les VF sont dégueulasses. En fait. Oui, mais ça, c'est avec aussi beaucoup les réseaux sociaux qui font que, genre, il y a une critique un peu des VF, Ah je ouais trouve, sur les réseaux, ouais. Et du coup, ben, les gens, ou alors t'entends la VO sur des extraits et sur les réseaux. Et du coup, en fait, t'es habitué à la VO. Et vu que tu utilises beaucoup plus Internet, alors que bah, à l'époque, sur les télévisions, t'avais des. Genre dans Friends, t'as des De doublages. fou. C'est genre. Franchement, c'est médiocre des fois. Mais bah, les gens sont habitués, en fait, les personnes un peu Ouais. plus. Après, objectivement, elles sont quand même dégueulasses. Quoi. Et moi, il y a des- Non, mais je suis d'accord, mais il y a une habitude bien sûr. qui est faite. Voilà. Moi, j'ai des films d'enfance, etc., que j'ai vus pas mal de fois quand j'étais petit, où je les regarderais que en VF, les regarder en VO, ça serait trop bizarre. Je suis trop habitué à la voix des personnages, Ah ouais, etc. moi, non. Ouais, c'est que moi, même Franchement, avant, tu sais, genre quand tu regardais un film en version française, ça te choquait pas le fait qu'ils disaient pas vraiment ce qui Oui. était. La synchronisation Oui, labiale. Voilà, exactement. Maintenant, c'est bizarre en fait. Ouais, moi, je le regarde et je suis en mode. Oui, c'est c'est ça. pas ça. Et des fois, j'essaie même de savoir ce Donc, c'est une question qu'il aurait d'habitude. dit avec genre les mouvements des lèvres, ce qu'il aurait pu dire en vrai. Tu Mais- prends mais là, c'est quand vraiment je m'ennuie. 3h30 pour regarder Ouais, un mais film ça, d'une c'est quand heure. je m'ennuie sur un Ouais. film, en fait. Comme quoi, c'est qu'une question d'habitude, quoi. Oui, beaucoup. Mais du coup, c'est quand même une majorité qui regarde en VF et qui préfère ça, quoi. Ouais, bah. Ok, ouais. C'est étonnant. Parce qu'il faut lire, tu vois. Ouais. En vrai, je peux comprendre que t'es un peu la flemme, mais. Franchement, je après, demande la à mes VO parents. est pas forcément Mes sous-titrée. parents, donc jamais faut ils pas vont aller voir un truc forcément en lire. VO, tu vois. Ah moi ouais. non plus, jamais Mes de la vie. grands-parents Ouais. non plus, jamais. Mais moi, Même c'est mon moi qui frère. les force, désolé maman. C'est moi qui les force. Mais je pense aussi une question d'habitude de lire aussi, parce que moi, je sais que depuis plusieurs années, je regarde mes trucs en VO sous-titrés, et bah maintenant, pour moi, c'est automatique. Enfin, je lis très, très rapidement Ouais, du coup, bah les oui, c'est une sous-titres. question d'habitude. Et je pense qu'en fait, quand tu n'as pas l'habitude de lire des sous-titres comme ça peut être vraiment un exercice en fait. Ouais, et puis nous, il y a un truc, c'est qu'on regarde beaucoup plus les séries et les films sur les ordis, donc beaucoup plus proche du visage. Alors Ouais. que quand c'est sur la télé, bah, des fois, les sous-titres, ils sont beaucoup plus petits. Mm. Et bah, C'est genre chiant, ma hein. daronne, quoi, galère un peu à lire les petits sous-titres. Et du coup, c'est beaucoup plus relou. Et du coup, bah, on est beaucoup plus habitué grâce au fait qu'on regarde sur des écrans qui sont plus proches, en fait, et du coup, plus facile à lire. Et on parlait aussi d'une question d'habitude, mais truc tout bête, en milieu rural, quand on allait au cinéma, il y avait quasiment pas de films qui étaient proposés en VO en Ouais, fait. c'est vrai. C'était vrai, il y que a de la plus VF. de séances. Mais moi, ça me quelque change part. la vie ici, hein, parce qu'à l'UGC, ici, il y a beaucoup de films qui sont en VO Quasi sous-titrés. tous. C'est la vie citadine. Ouais. C'est l'inverse même. Il y a très peu de films en version française. Mais je trouve pas des films en version française ici si je veux les voir. Tu vois? Si je suis ici, Oui. j'arrive pas à trouver les films en version française. Oui, c'est ça, Oui, c'est c'est ce que- l'inverse Ouais, c'est ça, de... ok. Oui, c'est l'inverse. Je croyais que tu disais l'inverse C'est de ce que souvent je par venais de contre dire. les VF, ST pour les versions françaises sous-titrées ou pour les sourds et malentendants. Qui Ouais, ça sont pas, ouais, encore- y a- il y a toujours. Ouais, il y a pas beaucoup. Mais en vrai, en VF, ouais, c'est vrai qu'il y a très peu. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça bien, mais du coup, 70% de la population aime pas. Bon. Du coup, tout à l'heure, on parlait des prix. Et en fait, quand on parle de cinéma, c'est délicat de ne pas parler de la critique en fait, au cœur des débats, donc le prix de la place. On en parlait tout à l'heure. Le prix moyen qui est annoncé par le CNC, c'était en 2021, c'était la dernière étude qui a été faite sur ça, d'environ 7 €. Oula. Bon, il y a beaucoup de débats autour de ça. C'était en Parce 2021. qu'en fait, ça comptabilise, mais en fait, ça comptabilise surtout les billets vendus et pas le prix moyen d'une place. C'est-à-dire qu'en fait, ça compte tout ce qui est les CE, les passes culture, on en parlait tout à l'heure. Ça compte les cartes d'abonnement, du coup, qui font que des fois, ça réduit les prix. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un site en ligne qui s'appelle Presse Citron et qui a fait une étude sur les 20 villes les plus peuplées de France. Et en fait, la place de cinéma au tarif normal, selon ce site, coûte en moyenne 11,28 €. Ouais. Donc, on voit quand même la Ouais. différence. C'est plus proche de la réalité. Voilà, entre les. En fait, la réalité est que les billets vendus sont de 7 €. Je pense que c'est pas des faux chiffres, mais en soi, il n'y a pas tout le monde qui a des places de CE. En fait, Tu ils ont vois fait une moyenne. Genre, Ouais, ils ont oui, même pris fait les une moyenne tarifs sur, moins de 16 ans. C'est ça, moins de c'est les 18, billets vendus en fait. C'est pas Ouais. les places de cinéma, combien est-ce qu'elles coûtent, c'est vraiment les billets qui ont été vendus. Donc dans les cinémas qui font pas partie des grands groupes, la place elle peut tomber en moyenne en dessous de 10 €.
donc pour les indépendants, etc. Et en fait, dans les grandes villes et en fonction des services proposés, par exemple les IMAX ou les trucs comme ça, c'est beaucoup plus cher et la place peut monter facilement à plus de 15 €, quoi. C'est, oui. Voilà. Du coup, en fait, la place à 7 €, c'est pas forcément la réalité. Du coup, moi, à ce sujet, j'ai une question, mais qu'est-ce qui justifie en fait ces prix qui sont quand même assez chers, puisque maintenant, ça a un budget quand même d'aller au cinéma? Alors, par rapport à cette question, moi, je vais peut-être pas t'apporter une réponse directe, mais en tout cas, je vais te dire où va ton argent. Donc, la répartition du billet de cinéma en France, elle est répartie en, on va dire, 2 grandes catégories. Tout d'abord, le côté taxes et ensuite la base film. Alors, les taxes, on va commencer par ça. Déjà, il faut savoir, il y a une TVA, bien sûr, sur le billet que tu payes, qui va directement donc à l'État et qui est à hauteur de 5,5%. Ensuite, il y a la TSA, la taxe spéciale additionnelle, qui est versée elle directement au CNC, et on en reparlera plus tard. Et donc, enfin, il y a là ce qu'on appelle la base film. Donc, c'est plus de 80% donc, du tarif de ta place. La base film, elle comporte tout d'abord donc la SACEM, la répartition des droits musicaux, donc, qui est en général autour de 1 et 2%. Et surtout, le gros du morceau, c'est entre les exploitants et le distributeur. Les exploitants, donc, c'est les gérants de salles, les cinémas indépendants, et donc les distributeurs, c'est l'intermédiaire entre la société de production de films et l'exploitant de la salle, tout autre type de diffuseur. Le distributeur, c'est celui qui va donc négocier la programmation du film en salle, le nombre de semaines, etc., qui va gérer sa promotion. Donc la répartition entre l'exploitant et le distributeur est le fruit d'une négociation qui s'appelle le taux de location, et celle-ci donc est négociée pour chaque film, chaque semaine, en fonction de différents critères. Donc le budget du film peut rentrer en compte, l'horaire de diffusion, le temps du film, le nombre de salles, etc., etc. Et donc ça, c'est la répartition du prix de ton billet. Maintenant, on va parler aussi du financement des films en eux-mêmes. On va commencer par le financement privé. Donc, l'un des premiers acteurs privés, ce sont les chaînes de télévision. Pourquoi les chaînes de télévision financent les films ? Parce qu'ils ont un bon cœur ? Non, c'est pas vrai. Déjà, ils ont des avantages avec la chronologie des médias. Le meilleur exemple pour ça, c'est Canal+, le premier financeur de films en France, qui a donc un avantage de diffusion de films qu'il finance qui sont de 6 mois après leur sortie, alors que pour d'autres, ce sera jusqu'à 2 ans après. Ouais. Aussi, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une obligation de financement des chaînes de télévision en France pour le cinéma. Et donc, celle-ci, elle est calculée sur le chiffre d'affaires des chaînes télé, tout simplement. Et enfin, aussi, il faut savoir que le fait de financer un film, ça a des avantages donc, pour qu'eux puissent rediffuser sur leur chaîne, qui peut donc aussi leur faire augmenter leurs revenus publicitaires. Parce que si tu as financé le dernier Avatar, qu'il arrive très vite chez toi, et du coup, la pub va coûter effectivement très cher, comme on peut le dire pour le Super Bowl, tu vois. Genre, la moula est cool, et puis ils sont contents. Ensuite, donc, il y a en autre financeur privé, il y a le vendeur international. Donc, c'est pas forcément présent pour tous les films, vous allez comprendre pourquoi, et c'est un peu dans le nom. En gros, c'est l'intermédiaire qui paye le droit au producteur de vendre son film à l'international, qui va donc rapporter ensuite des sous directement au film. Mais pour ça, il faut en général que le film soit déjà un succès dans son propre pays. Enfin, il y a en vendeur privé le SOFICA, les SOFICA. Les sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel. Rien que ça. En gros, ce sont des fonds d'investissement, très clairement. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez acheter des parts de SOFICA et c'est même déductible de vos impôts. Moi, je peux ? Oui, tu peux. Marie, tu peux. Finance le cinéma, Mais Marie. est-ce qu'il faut investir ? Est-ce qu'on est gagnant à investir dans SOFICA ? Comme je te dis, ça peut être déductible de des impôts. Donc, on est toujours gagnant. Mais pas d'impôts. Mais bon, nous, en tant qu'étudiants, ça va encore. Bah oui. Mais pour Bernard Arnault... Ça peut être intéressant. On va l'appeler Bernard. Donc, maintenant, on va passer au financement public. Beaucoup de débats autour du financement public, beaucoup de fantasmes. Est-ce que nos impôts payent le cinéma français, payent Alibi.com 2, quelle honte. Calme-toi Clément, tu n'es pas imposable. Excuse-moi, je suis tout émoustillé. Déjà, il faut savoir que le financement public ne peut pas dépasser 50% et même c'est très rarement atteint. On va commencer par l'un des premiers organes, c'est les régions. Les régions, donc, vous pouvez souvent les voir quand vous allez au cinéma. Il y a souvent marqué financé par Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de Grand Est, etc. Il y a des films où il y en a
beaucoup et à chaque fois je me demande ce que c'est. Ouais. Et du coup. Eh ben oui. Et bah écoute, donc ce sont des financements. En général, c'est une faible partie du film. Et en fait, en échange de ces financements, les régions vont donner des avantages aux productions des films en question. Par exemple, déjà, il faut en fait que le film soit tourné en partie dans la région. Il y a des accords qui sont faits comme ça, en fait. Ça permet aux régions, surtout, parce qu'on peut se dire, non mais attends, pourquoi les régions iraient financer des films? C'est une perte d'argent pour nous. Les régions, c'est nos impôts, du coup, voilà. Eh ben en fait, non, parce qu'en échange, donc, les tournages doivent se passer en partie dans les régions. Et surtout, c'est une source d'emploi pour les travailleurs locaux importants et aussi pour les commerces. Il y avait des chiffres, notamment sur... comment il s'appelle le film? Mélodie d'une chute? Non. Anatomie d'une chute. Excusez-moi. Anatomie d'une chute a rapporté, il me semble, plus de 700 000 € à une région dans laquelle il a filmé. Sans les compte... Alpes, je pense. Ouais, c'était Auvergne-Rhône-Alpes, quelque chose comme ça. Ouais. Donc pour une subvention de 200 ou 300 000 €. L'investissement était plutôt rentable. Après, vous allez me dire, Anatomie d'une chute, c'est une réussite, machin. Mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui est assez positif. Même en termes de rayonnement, non? Ouais, après, on peut se poser des questions sur le côté rayonnement. Je connais quand même peu de monde qui va se... Il y en a, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse un road trip. Oh, la comédie française a été filmée dans... Du coup, je vais aller là-bas. Ouais, mais en vrai, je sais pas, hein, peut-être sur certains films... Bon, là, j'ai pas d'idée en tête, mais... Bah, il y a peut-être moyen qu'il y ait des... Genre, il y a vraiment des cinéphiles qui se disent... ah non, mais ça existe. Je pense mais est-ce que c'est un réel impact? Je suis pas sûre. Par exemple, Game of Thrones, bon, du coup, c'est pas français et c'est pas en France, mais il y a quand même ce truc-là, un peu de... Les gens retracent là où ça a été filmé, quoi. À Dubrovnik, je sais plus, il y a plein d'endroits et... C'est un vrai truc, quoi, un vrai tourisme qui se fait. Bon, là, c'est vrai qu'avec Anatomie d'une chute, je suis pas sûre. Mais Academy.com, je suis pas convaincue. Mais je pense que tout est possible parce que quand on voit la musique, le gagnant de la Starac, tout le monde veut aller à Villedieu-les-Poils. Je viens de Normandie, croyez-moi, il n'y a rien à voir à Villedieu-les-Poils. Et pourtant, les gens veulent y aller parce que à tout moment, il va y avoir une statue qui va être érigée en son honneur, je pense, dans la salle. Non, mais c'est un parallèle pour dire que tout est possible, quoi. Bah, après, tu vois, par exemple, on est dans le Nord, on connaît tous bienvenue chez les Ch'tis. Est-ce que les gens ont tous déménagé dans le Nord? Je sais pas. Non, je suis venue faire mes études ici pour Danny Boone. Je sais que Berck a eu un impact quand même. Il me semble qu'il y a pas mal de monde qui a essayé d'aller à Berck, et notamment Blanche, en fait, voilà, qui nous avoue qu'elle est venue pour ça à Lille. Que pour ça. Que pour ça. Non, mais je pense qu'il y a des lieux de tournage où ça devient... là, ça a été tourné, des films mythiques. Harry Potter, tu vas à Londres. Tu vois. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ouais, mais du coup, ça s'adresse plus à des très très gros films, presque blockbusters en général. Ouais, c'est vrai. Des films peut-être pas les films français qui ont besoin d'aide. Bon, après, est-ce qu'ils ont réellement besoin d'aide? On verra ça plus tard. L'une des autres formes donc pour le financement public, c'est le crédit d'impôt au cinéma. En gros, c'est une réduction d'impôt en contrepartie d'un certain nombre de critères. Donc la réalisation principalement tournée sur le territoire français, la version originale principalement en français, même logique que pour les régions en fait, tu vois. Le but c'est de donner un avantage fiscal en échange d'un fort impact sur le territoire français. Donc ensuite on arrive sur le CNC. Tout d'abord il faut savoir que le CNC donc c'est un organisme géré par le ministère de la Culture, mais il ne reçoit pas d'argent du ministère de la Culture. En fait le financement du CNC est dans un circuit fermé. Donc le CNC, vous vous rappelez peut-être du TSA que je voulais parler tout à l'heure, donc le financement à 10,72%, et bien en fait il revient au CNC en partie. Donc le TSA en fait c'est 80% pour un film français qui revient par l'intermédiaire du CNC directement à sa production. Et ensuite les 20% restants vont dans les poches du CNC. Pour les films étrangers, c'est 100%. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ça va pas directement à la production? Pourquoi ça passe par le CNC? Mais pourquoi ça va pas directement à la production? Pourquoi ça passe par le CNC? Écoutez, merci de votre question. En fait, c'est pour ce qu'on appelle le fonds de soutien. Oui, c'est ça, le fonds de soutien. C'est ce qui, en fait, ces 80% en question devront forcément servir à soit rembourser des dettes d'un film qui a été financé par le CNC, ou alors d'investir dans un futur film. C'est pour ça que ça passe pas forcément par le CNC, c'est que comme ça en fait ça fait un circuit qui est entre guillemets vertueux, où l'argent va forcément circuler pour la création de nouveaux films. Et donc le CNC a également le TST, taxe sur les services de télévision comme moyen de revenu, qui vient donc de la télévision en fait, tout ce qui peut être revenu publicitaire, etc. Et
Donc, est-ce que le CNC est un gouffre financier français ? Eh bien, sachez que non, et sachez que c'est même l'inverse, car le CNC a en général les poches très pleines et peut même boucher les trous de certains ministères certaines années pour arrondir les fins de mois de l'État. Voilà. Et maintenant, on va finir donc avec un simple petit top 10 pour mes 4 collègues. J'attends les jeux. Vas-y. Pour vous, quel est le top 10 des entrées en 2023 ? Quel est le... Allez, on va juste faire le top 3 en vrai. Pour vous, qui est le troisième ? Sinon le 10 ça va être long. Troisième. Sur l'année 2023 ? Non, je pense pas. C'est pas Babylone. Tu penses qu'il est plus haut ? On peut répondre à ma question ? 2023 Sur 2023 ? Ouais. Babylone n'est pas dans le top 10. Moi, je pense que le top 1. Oppenheimer, moi Je pense que le top 1, c'est Avatar. Non, Ouais. Ah non c'est Ah, pas ouais. Avatar. Avatar est dans le top 3. top 1. Avatar est dans le top 3. À Il est quelle top place 2. Deuxième. Il est Le trois. deuxième. Deuxième, moi. Troisième. Le troisième. Un point pour Marie. Ouais. Ok. Ok. Barbie en deuxième. À moins Non. Barbie en deuxième. Ah ouais, Barbie Bravo, en deuxième. Blanche. Premier coup. Eh ben. Et le premier. Le premier. Alibi.com. Il est dans le top, mais pas à cette place. C'est vrai ? Ouais. Mais je crois que c'est le seul film français, non ? Non, Oppenheimer. Ah. Non, Oppenheimer, il avait fait. non, pas Oppenheimer, il est un peu plus bas. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être ? Top 1. Franchement, en vrai, j'ai été étonné de voir ça, mais en y réfléchissant, c'est logique. C'est les Tuches 6. T'as senti ça ? Non, Moi, perso, je l'ai vu. c'est la Super première. Mario Bros. Ah ouais Ouais, sérieux et ma Ah, c'est bien que théorie, ce soit de l'animation. c'est que comme c'est un film ultra familial, tu Ouais, vas avec mais les Ouais, gosses. je crois que Ouais. c'était ça en plus. Je il y avait- pense ouais, vraiment ouais. que c'est T'emmènes ça la qui a fait des fratrie entrées complète. c'est ça. Mm. Ok. Ouais, c'est ça. Tu ramènes Titou en Ça 3 revient ans. sur les habitudes de tout à l'heure. C'est vrai. Petite Je pensée pour m'attendais pas à Titouan. ça. Petite pensée pour Titou. Pour tous les titous. Pour tous les Titouans qui nous écoutent aujourd'hui. Le top 3, donc Super Mario Bros, Barbie, Avatar 2. Ah, je pensais Le pas. premier film français est quatrième, lui. Je l'ai pas trop kiffé, je vous l'avoue. C'est Astérix et Obélix, hein, Ah, qui était sorti en janvier de 2023, il me semble. Donc Peut-être, voilà, je sais suivi de Oppenheimer, Ah, donc Mm. il est dans le top 5. Alibi.com 2. Ah, Livy. Sachez que je n'ai absolument rien contre Alibi.com. Moi non plus. Et Philippe Lachaud et toute la bande, vraiment. C'est juste que bon, bah, c'est pas le genre de film que je vais voir au cinéma. Suivi des Gardiens de la Galaxie 3, le premier Marvel. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Ouais. Donc la première partie. Ça m'étonne pas trop. On parlera pas de la deuxième parce que. J'ai pas vu, j'ai vu que le C'est un lapin. peu Ouais, un aussi. flop, je crois. Et d'ailleurs, C'est ouais. J'ai bien fait de pas y je aller. trouve que c'est un peu flop. Ouais, franchement, moi j'ai pas trouvé le film ouf. Alors que le premier, j'avais bien aimé. Oui, il y a eu plus de critiques sur le deuxième que sur le Mhm. premier. Ouais. C'est toujours comme ça, non ? Les critiques, c'est ton frère qui allait voir le deuxième C'est sans vrai. voir le Mon 1. frère a été voir la deuxième partie. Il n'a pas vu que c'était la deuxième partie d'un film, qu'il y avait une première partie. Il n'a rien compris. Donc je pense qu'il a fait des critiques parce qu'il avait pas saisi. Quoi. En 9e position, donc sans on va dire que Marvel c'est pas Disney, même si c'est Disney. Donc c'est le premier Disney en animation, c'est Élémentaire. Et enfin, en Ah top ouais 10, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Ah, Ça, je j'ai l'ai vu. pas vu. Bah, il était sympa en vrai. Ouais. Il y en a trop qu'il faut que je rattrape des Indiana Jones. En vrai, je l'ai vu quand il est sorti sur MyCanal, il est pas mal. Ouais. Ouais, et pourtant j'avais plutôt Bah, des je a le priori, regarderai, tu vois, genre ouais. ils veulent absolument tirer Ouais, sur bah la oui, franchise c'est ce et tout. moi, c'est ce que j'avais entendu en tout cas. Mais franchement, moi j'ai bien aimé. Non, moi j'ai Ok. bien aimé Ouais, aussi. c'était cool. Ok. Regardez en VO, bien sûr. Mm. Et du coup, parlant de films, c'est quoi, vous, le dernier film que vous avez été voir au cinéma ? Moi, je suis allée voir Pauvre créature du réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Mais non, toi aussi. C'est de dingue. Mais- Moi aussi. Ah, mais quoi Incroyable. Attends, on est trop autour de la table. Mais attends, mais j'ai même la C'était malade. bande-annonce. J'ai même la bande. Mais attends, mais Préparez la vas-y. bande-annonce au cas où on l'avait tous vu. Mais oui, mais attends, mais je lance ça tout de suite. Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante. Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant ?
Donc pour vous expliquer un peu le synopsis de Pauvre créature, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se suicide et donc il y a un savant un peu fou qui va récupérer son corps et qui va comprendre que cette femme était enceinte. Et ce qu'il va faire, il faut savoir que le film est vraiment particulier, mais il va récupérer le cerveau de l'enfant qu'elle portait pour le mettre du coup dans la tête de cette femme. Donc en fait, et lui redonner vie donc. Et donc en fait ça va être très perturbant puisque c'est une femme dans un corps d'adulte qui a donc des comportements d'enfant qui doit tout réapprendre. Et voilà. Et donc au début du film, la femme est enfermée donc chez ce savant fou, puis au final elle va partir découvrir le monde et à partir de là on va la voir vraiment évoluer, son personnage vraiment évoluer et c'est très intéressant. C'est Frankenstein des temps modernes. Le père ressemble beaucoup à un espèce de Frankenstein. Ouais. Son surnom c'est God en plus. Qui s'appelle Godwin Baxter. Très subtil comme référence, je trouve. Juste petite précision pour ceux qui comptent vraiment aller le voir, il risque d'avoir des petits spoils, donc voilà. Oui, dans notre petite critique. D'ailleurs, spoil direct, petite précision par rapport à ce que tu pouvais dire, on découvre donc dans le film en plus qu'il aurait pu la sauver tout simplement, mais que pour le fruit de ses expériences, il a choisi de... C'est ça, de tout pour la mettre science. le cerveau d'un enfant dans la tête. Ouais. Mais moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le film, c'est le fait qu'en fait, elle a aucun code, aucune norme qui lui ont été apprises et que du coup, quand elle part découvrir le monde, qu'elle voyage, elle a des comportements qui sont quand même très étonnants pour les gens qui n'ont pas le contexte. Et du coup, d'un point de vue sociologique, c'est hyper intéressant de voir ça et de voir les réactions des gens. T'as des exemples ? Je réfléchis. Mais là, on a entendu dans la bande-annonce, à un moment, elle mange et elle recrache. Et elle est en société, donc tout le monde la regarde un peu genre travers et tout. Et elle dit, mais pourquoi est-ce que je le garderais dans ma bouche si c'est dégoûtant, en fait. C'est un truc qu'on fait pas, mais en soi, bah oui, c'est logique un peu. Genre, pourquoi est-ce qu'on mangerait un truc qu'on n'aime pas, quoi. C'est ça. Et après, il y a un bébé qui pleure et elle part en disant, bon, bah je crois que je vais aller frapper ce bébé pour qu'il se taise, quoi. Et c'est un truc qu'on fait pas non plus, quoi. Elle ne frappe pas le bébé, désolé. Mais elle est très guidée par ses sens. Ouais, en fait, elle est guidée par ses sens, que ce soit au niveau du coup de manger. À un moment, elle va à Lisbonne et elle mange des fruits. Comment on appelle ça, les pastilles. C'est ça. Voilà. Et en fait, elle en veut toujours plus. On lui dit qu'il faut pas, mais elle en veut toujours plus. Et il y a aussi l'essence du côté plus sexuel et tout. Et c'est là où peut y avoir quelques controverses dans le film, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de scènes de sexe dans le film, puisque c'est aussi des moments où elle va découvrir son corps, découvrir sa féminité. Et donc je pense que le réalisateur avait la volonté de faire un film qui était féministe aussi, pour montrer, parler du désir de la femme, et enfin voilà. Mais voilà, je sais que ça a pu déranger certaines personnes, toutes ces scènes, puisque notamment il y a un moment où elle se prostitue dans une maison de prostitution à Paris. C'est pas un moment, c'est une carrément une partie du film en fait. C'est une étape de sa vie en fait. C'est une étape de sa vie, c'est ça. Et assez important dans sa construction aussi. Donc voilà. Qui a d'ailleurs beaucoup de scènes humoristiques au final par rapport à cette situation un peu particulière. Je pense notamment à la scène d'éducation sexuelle. Ça, j'étais un peu choquée. Alors celle-là, incroyable. Ah non mais alors pour petit spoiler, mais en vrai qui n'a rien à voir dans l'histoire, en plus c'est vraiment comme ça. Il y a quand même un mec qui vient avec ses 2 fils dans un bordel pour éduquer sexuellement en montrant l'exemple avec Emma Stone, donc qui joue Bella. Voilà. C'est spécial. Ouais, après, vous, qu'est-ce que vous avez pensé réellement du film ? Parce que moi, je sais pas encore réellement quoi en penser. Moi, je sais pas ce que j'en pense. Parce que il est au niveau des décors et de la réalisation, je trouve qu'il est bien parce que vraiment les décors, c'est dans un style très steampunk, très vieux film, moi je dirais. Ouais, non, c'est l'ère victorienne un peu en fait, mais qui est très saturé. Il y a juste il y a un jeu avec le noir et blanc et les couleurs qui est très fait. Qui est fait. Et au début, quand elle est encore chez du coup son père, donc elle s'est pas encore émancipée, c'est en noir et blanc en fait que c'est filmé. Et ensuite, quand elle sort, il y a des couleurs, c'est assez impressionnant à regarder en fait sur grand écran et on est très immergé. Je pense qu'après, il y en a qui ont pas aimé ce côté-là. Je pense qu'il y en a, ça a pu les rebuter un petit peu et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, au niveau du message qui est envoyé et qui est transmis, je suis pas sûre que ce soit très bien fait. C'est vrai qu'en ce moment, tu peux te demander c'est quoi le message réellement. Moi, Est-ce qu'il y a besoin forcément d'un message dans un film pour que ce soit un bon film ? Non, mais là, l'idée est de passer un message.
genre Tu sens qu'on veut te quel dire message quelque chose. Parce que- non, le réalisateur voulait passer le message de c'est du féminisme en fait le film. Ouais, mais moi je l'ai un peu compris comme ça en vrai. Enfin, Mais j'ai compris qu'on voulait me le faire passer comme ça. ouais. Mais tu l'as pas compris comme vraiment une... Je trouve que c'est trop genré en ce moment. Il y a beaucoup de films où genre là c'était le côté sexuel encore qui m'a dérangée parce que il y a trop de films qui sont censés être l'émancipation de la femme par le sexe et tout. Alors que Et au final, en tu trouves que soi, Ça en fait presque sexualisant, une quoi. caricature. voilà, c'est très vu par les hommes et par le fait que en fait c'est une critique de l'homme. Le film est vraiment une critique de l'homme et pas une mise en avant de la femme, j'ai trouvé. Ouais. Et ça Ok. m'a un peu dérangée. Mais tu trouves que c'est quand même très male gaze, quoi. Enfin, Oui, au final. pour le message qui voulait être transmis, je trouve qu'il y avait trop ce côté-là. Enfin, les hommes sont vraiment tournés au ridicule dans le film. Ça a l'air bien, ça. Ouais, il est pas mal. C'est vrai que le personnage joué par Mark Ruffalo, notamment, censé être un homme à femme. D'ailleurs, Ouais. moi, j'ai pris quelques notes pour me rappeler des noms des personnages, etc. Alors, pour Mark Ruffalo, c'est vraiment marqué connard 1, 2 points. Il s'appelle Duncan, Ouais, joué donc par Ruffalo, et le connard 2 qui s'appelle Alfie. Voilà. ouais pas mal aussi. Moi, je trouve que surtout, il y avait des scènes qui n'étaient pas forcément nécessaires. Par exemple, la scène... En fait, il y a un moment où, du coup, il va y avoir le mari du coup, de cette femme qui s'est suicidée, qui va revenir, en fait, enfin, qui va apparaître dans le film. Et il va y avoir toute une scène où elle va aller chez lui, il va vouloir la séquestrer, en quelque sorte. Et moi, j'ai pas compris l'intérêt de cette scène, honnêtement. J'ai pas trouvé ça nécessaire, en fait. Ça fait un peu Ça rallongeait rappel le du film. début, quoi. Ouais. En fait, c'est pour amener à la fin, je pense. Ouais. Oui. Et puis moi, ça m'a pas trop dérangé. En fait, j'ai trouvé que c'était plus, c'était en fait, enfin, chaque endroit, du coup, elle avait son apprentissage. Chaque homme, on va dire, elle avait son apprentissage. Et là, c'était un peu l'apprentissage, mais elle le dit elle-même, c'était l'apprentissage de la femme qu'elle était avant, et pour devenir ce qu'elle veut devenir. Mais ce que j'ai un peu trouvé dommage, et ça je l'ai aussi entendu quand du coup j'ai écouté quelques critiques sur le film, c'est que le film est très axé sur la cruauté de l'être humain. On le voit notamment Alfie, c'est ça ? C'est avec lui qu'on voit la philosophie. C'est Connard 2, ça. Non, pas Alfie, il me Connard semble 2. que c'est son homme. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je vois le Oui, donc personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais en tous les cas, c'est un Sur le personnage bateau. qui va lui montrer un peu la cruauté de l'être humain parce que elle pense que l'homme est bon. Et à la fin, en fait, il y a une nouvelle créature qui a été créée par son père, donc comme elle. Donc il va y avoir une deuxième femme qui est une enfant dans un corps d'adulte. Et à la toute fin, on va voir le personnage joué par Emma Stone lui demander d'aller chercher une gamelle d'eau, je crois. Oui. Quelque chose comme ça. Et en fait, elle le dit d'un ton dédaigneux et elle reproduit ce qui a été fait sur elle, en fait, sur quelqu'un d'autre. Et j'ai entendu dire que c'était le réalisateur qui voulait montrer à quel point l'humain était cruel au fond, parce que même quelque chose qu'elle aurait vécu était retransmis. Elle le refaisait, en fait, elle le refait. Et je sais pas si c'est la bonne lecture, mais je pense que c'est intéressant quand même à soulever parce que c'est pas totalement faux, quoi. C'est vrai qu'elle est Moi, assez j'aimerais horrible. avoir votre avis par rapport au début du film. En fait, moi, quand j'ai commencé le film, les 15-20 premières minutes, je me suis dit, alors, ça a vraiment l'air d'un film d'auteur allemand des années 60. Vraiment, le début en noir et blanc, même dans les le décors, fisheye etc. aussi. Même les décors, je trouvais, ils étaient travaillés, tu sais, comme les Oui. Ouais. vieux films, etc. Et dans le ton que ça, notamment la musique, un peu criarde parfois. J'ai bien aimé la musique. Ah, je dis la pas qu'elle est musique, pas bien. sympa. Elle est un peu entêtante, mais j'ai bien aimé. Ouais, surtout qu'elle est vraiment. Ils appuient sur la musique. la Ils- musique, tout le temps. En plus, elle est un peu criarde, comme je le dis, donc à la Ouais. fin, j'en pouvais plus. Mais les notes sont très bien, je les ai retenues. Moi, je pense. Alors, par contre, j'ai pas compris tout de suite, en fait, ce contraste de couleurs, de noir et blanc. Au début, je comprenais pas le sens. Parce qu'en fait, on a des scènes qui vont être en noir et blanc, et puis d'un coup, on va retrouver de la couleur. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, en fait? Genre, c'est quoi l'idée derrière? Et en fait, c'est seulement à la fin du film qu'on comprend que c'est. En fait, quand Bella découvre vraiment la vie, qu'il y a des couleurs qui. Enfin, je pense que c'est ça Oui, l'interprétation. c'est ça, c'est Voilà, des casseurs, en fait. qu'il y a des scènes de couleurs, c'est ça, qu'elle sort de sa prison un peu. Et ça, en fait, on le comprend vraiment pas tout de suite. Et je trouve qu'on prend du temps à le comprendre. Donc je sais pas si. Voilà, bah, comme a dit Elisa, c'est quelque chose qui peut plaire ou non, en fait. Ouais. Après, franchement, c'est pas un film pour tout le monde. C'est ça. Non. Un Mm. truc à souligner par contre, que j'aimerais bien souligner, c'est que le jeu d'acteur est vraiment incroyable. C'est-à-dire que Emma Stone est
Très forte. incroyable. Ouais. Quand on regarde le personnage au début et quand on regarde le personnage à la fin, on dirait que c'est pas le même personnage parce qu'elle a eu toute une évolution, toute une socialisation en fait, et qu'elle s'est découverte elle-même, etc. Au début, c'est très dérangeant. Il y a vraiment un enfant dans un corps d'adulte, quoi. Et les expressions du visage qui sont très expressives, Ouais. le dégoût, Oh là là. exactement. God, le maquillage, c'est William Duffy qui Oui, le joue. oui. Son, Son franchement, le maquillage make-up est superbe. incroyable. Ouais, ouais. Puis Et puis il bouge pas, hein. Je vais avoir son fixateur, hein. Purée. elle arrive aussi beaucoup, très bien à jouer l'innocence de l'enfant, je trouve. Dans la première partie, elle est très forte à ça. Autant que après on va l'avoir complètement libérée et vraiment femme en fait. Et donc c'est vraiment ça, le fait qu'elle sache incarner autant de rôles différents. Mais surtout dans sur le même film, c'est ça. Ouais. Mais vraiment, elle est vraiment époustouflante. épatante, Elle est époustouflante dans son jeu. Mais en fait, le jeu d'acteur est vraiment bien sur tout le monde, quoi. Il y a du coup Willem Dafoe. Mark J'ai noté Ruffalo quelques aussi. noms si tu veux. Ouais. Donc, Je les ai là, mais voilà. Rami Youssef aussi qui est pas mal. C'est ça. Il y a vraiment tout le monde qui est très fort. Mark Ruffalo est très bien dans son jeu détestable de Duncan, mais il est très fort, quoi, qui devient à moitié fou à la fin. Après, franchement, Duncan, genre, dès frame 1, j'ai su comment ça allait finir pour lui, quoi. C'était logique. En fait, par contre, le film m'a jamais surpris. Mais c'est très une critique de l'homme, en fait. Là, on sait comment ça va finir parce qu'on a senti le ton du film. Parce que T'étais pas sûr que je suis pas un modèle. Non. Vraiment, mais tu sens le ton du film et tu sais comment ça finit. Bon, voilà. Du coup, est-ce que vous conseilleriez le film ? Je le conseillerais, mais quand même à un public averti. N'y allez pas avec vos enfants. C'est sûr. Voilà. Même votre famille en vrai. Ouais, mais en vrai, c'est quand même un film qui te fait quelque chose. Ça, on peut pas lui enlever. Je trouve que c'est un film très intéressant, mais après, je sais pas si je le conseillerais pour aller le voir au cinéma. On parlait tout à l'heure de découvrir les films au cinéma et tout. Si vous êtes intéressé par les décors, je pense que vous pouvez y aller parce qu'ils sont vraiment très impressionnants, notamment à voir sur grand écran. Après, si vous êtes plus intéressé par le jeu d'acteur, je pense que vous pouvez attendre qu'ils sortent en DVD ou alors sur des plateformes. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais non, si t'es intéressé, même le jeu d'acteur sur grand écran, il est sublimé. Notamment avec l'ambiance sonore et tout. Ouais. Et toi ? Moi, je trouve que c'est un film à aller voir au cinéma parce que ce soit au niveau des images, de l'univers, la musique. Ça, je suis d'accord. Ça, franchement, le voir au ciné, ça change vraiment un truc. Et perso, moi, je le conseillerais, mais voilà, à un public averti, comme a dit Clément, et n'y allez pas non plus avec votre petite sœur ou je sais pas, mais voilà. Et peut-être pas trop déprimé non plus. Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'il faut être dans un bon mood pour le regarder et pouvoir y penser après. On n'est pas invité, Marie. Mais non, franchement, je recommanderais d'aller voir le film. Bon, merci beaucoup à vous d'avoir écouté et à bientôt pour un prochain épisode de Duplex. Donc là, c'était un épisode avec Blanche, Clément, Elisa, Marie et Violette. Au revoir.